Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur un écrivain et journaliste que vous connaissez sans doute, Sorge Chalandon. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur KTO. Alors vous nous revenez en cette rentrée littéraire post-confinement avec un nouveau roman, votre 10e, toujours chez Grasset. Enfant de salaud, c'est le titre. Le salaud, c'est votre père, ce père qui a combattu sous l'uniforme SS, ce père qui était du mauvais côté, vous l'écrivez dans votre livre, un père menteur, mythomane, caméléon, que vous avez toujours tenté de débusquer, de traquer à travers votre œuvre. On se souvient bien sûr de la légende de nos pères, qui était une fiction, c'était en 2009, mais surtout Profession du père en 2015. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce roman autobiographique, est-ce que vous en avez fini avec votre père ? Alors la réponse est oui. C'est-à-dire j'en ai fini avec ma recherche. Si on parlait du Graal, je crois que je l'ai trouvé. Alors il est un peu étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Mais je ne reviendrai plus en 5e semaine avec mon père. J'ai plus d'autres questions. La question que je me posais effectivement, c'est ce qu'il avait fait pendant la guerre, parce que moi je n'ai connu mon père que lorsque je suis né, évidemment. Et la question c'est, je suis le fils de qui ? Est-ce que je suis un enfant de héros, comme il le prétendait ? Un enfant de salaud, qui est la phrase de son père, de mon grand-père, par rapport à lui, qu'il avait vu, dit-il, habillé en allemand à Lyon, nous sommes de Lyon. Et donc ça m'a toujours hanté. Quel est mon père ? Qui est-il ? Qu'a-t-il fait avant que j'arrive au monde ? Et ça y est, j'ai la réponse. Et donc ce livre, c'est la réponse à mes questions. Mais en même temps, je sais tout ce qu'il a fait, mais je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il l'a fait. C'est quelque chose qui... Ça, je ne le saurais pas. Il est mort en 2014, et ce qu'il a fait est tellement ahurissant. C'est-à-dire que... Moi, la peur que j'ai eue, donc brièvement, jusqu'en 2014, je ne sais rien de lui lorsqu'il meurt, et je réussis à me procurer son dossier pénal. Donc oui, comme l'avait dit mon grand-père, il a combattu avec l'armée allemande, c'est vrai, mais il n'a pas fait que ça. Et ce qui m'étonne dans ce dossier, c'est que c'est une sorte de... C'est un caméléon qui... C'est Zelig, ce vieux film avec Woody Allen, où on le voit à côté de tous les belligérants. Mon père a porté 5 uniformes différents en 4 ans, de 18 à 22 ans. C'est-à-dire qu'à quelques semaines près, il est avec l'armée allemande, il porte le brassard à croix gammée dans Lyon, c'est là où son père, mon grand-père, l'a vu, et quelques semaines plus tard, il déserte de l'armée allemande, comme il est déserté de 4 autres armées avant, et il va dans les maquis du Nord, enfin dans une grange... Tout ça en 5 ans. Pardon ? Tout ça en 5 ans. Et tout ça en 5 ans, mais là c'est de guerre. Tout ça c'est en 5 ans de guerre, mais en quelques semaines, il fait la circulation à Lyon habillé en allemand, quelques semaines plus tard, il déserte, il se retrouve dans une ferme du Nord, sachant que c'est une ferme de maquisards. Les maquisards arrivent, il lève les mains, il est habillé en allemand, il est venu avec son arme, il a déserté de l'armée allemande, et ils le mettent à l'épreuve, et c'est un excellent combattant français. C'est-à-dire que... Un résistant. Ça devient un résistant. Sur le tard. Et non seulement ça devient un résistant, mais ses chefs disent ce qu'il a fait avant, ça ne nous importe pas du tout. Nous, ce qui compte, c'est ce qu'il est devenu maintenant, c'est un patriote. Et donc là, on se dit, il va arrêter et tranquillement attendre les Américains, la guerre est presque finie. Non, il déserte et il s'en va ailleurs. Il s'en va dans le Nord pour essayer de rejoindre les Américains. En fait, c'est insensé. C'est-à-dire que ma première peur, c'était de tomber sur un dénonciateur. Je vois qu'il a été condamné par la justice à 1 an de prison. Je ne trouve pas ça beaucoup, 1 an de prison. Et 5 ans d'indignité nationale. Et là, quand j'entends 1 an et 5 ans d'indignité nationale, moi je pense à un dénonciateur de juifs ou de partisans, en tout cas quelqu'un qui a fait du mal ici, en France. Et puis, ça c'est ma peur. Ou bien alors un petit gestapiste, un petit milicien français qui est quelqu'un comme Lacombe Lucien, qui disait police allemande avec une sorte de mauvais garçon devenu voyou nazi. Et pas du tout. C'est un enfant. Et c'est ça qui me bouleverse, c'est que je pensais tomber sur un calculateur et je tombe sur un enfant qui a traversé la guerre exactement comme on joue à la guerre, cow-boy indien dans un préau. Et moi, ça me bouleverse parce que maintenant, j'ai 69 ans.
Donc je prends connaissance de ce dossier, j'en avais 68. Et en fait, c'est le dossier d'un enfant que je suis en train de lire. Oui, parce que vous découvrez d'autres archives pendant le confinement aussi. Voilà, c'est-à-dire que pendant le confinement... La vérité se dévoile totalement. Hein. Voilà, et exactement le 19 mai. Le 19 mai 2020, donc, mon frère, qui appelle ça des vieilleries... Donc 6 ans après sa mort. 6 ans après sa mort. Mon frère, qui appelle ça des vieilleries, me dit, tiens, j'ai trouvé d'autres vieilleries, des photos, il jette tout, en fait. Il jette tout, ça n'intéresse pas, des vieilleries. Il dit, mais j'ai peut-être deux choses qui peuvent t'intéresser, là, que j'ai retrouvées, avec des photos. C'est l'extrait de casier judiciaire de papa, et sa sortie de prison. Et là, tout se met tout s'imbrique. Je me dis, voilà, donc c'est l'homme que son père a vu habillé en allemand, effectivement, a été en prison et c'est écrit pour collaboration. Sauf que là où ça ne coïncide pas, toujours pas, c'est que mon père a eu 2 moments de sa vie. Premier moment, toute mon enfance, c'était un grand résistant. Nous étions à Lyon, il était grand résistant, mais c'était le plus proche de Jean Moulin. À bien l'entendre, je me demande si ce n'était pas son chef. Et donc moi, je vis avec... cette histoire. Avec cette histoire. C'est-à-dire que... Cette fable. Alors c'est une fable, mais moi j'y crois. J'ai 12 ans, c'est mon papa, j'y crois. Et quand le lycée des Minimes à Lyon est baptisé lycée Jean Moulin, après le discours de Malraux, etc., et ben, tout d'un coup, mon père me dit, en fait, Jean Moulin, je l'ai bien connu, pour ainsi dire, j'étais presque son chef, et moi je deviens l'enfant presque du chef de Jean Moulin. Toute ma vie, jusqu'au début des années 2000. Donc pour moi, mon père est un grand résistant. Il y a le mot de mon grand-père, tu es un enfant de salaud, je l'ai vu habillé en allemand, il avait choisi le mauvais camp. Ça, pour moi, c'est un mot qui me hante. Mais quand mon père m'explique, il explique que son père est à peu près sénile, et que, évidemment, que les partisans s'habillaient en allemand pour tromper l'ennemi, mais qu'est-ce que tu crois, mon fils? Et moi, j'ai encore la bouche ouverte, et je le crois encore. Et puis, la fin de sa vie. Donc là, il approche, il est en crépuscule, vraiment. Et là, un jour, il me dit, il faut que je te dise la vraie vérité. Et là, pour moi, c'est enfin, parce que j'ai un doute, toujours j'ai eu un doute. Entre-temps, donc, nous avons j'ai couvert le procès Klaus Barbie pour Libération. Oui, parce que ça, on le voit bien dans votre livre, il y a ce parallèle, ces 2 procès. Voilà, ces 2 procès. Et lui procès demande... de Godefert et le procès de Klaus Barbie, voilà, pour lequel vous avez reçu le prix Albert Londres. J'ai reçu le prix Albert Londres. Mais lui demande à assister à ce procès. Nous sommes en 87. Et moi, j'accepte qu'il assiste à ce procès dans le public. J'aurais pu dire non. Écoute, ta présence m'embarrasse. Ça peut se faire. Mais j'accepte qu'il y assiste parce que... C'est vous qui lui avez donné le laissez-passer. C'est moi qui lui ai donné le feu vert. Oui, je lui ai donné le laissez-passer. Oui, papa, tu as le droit d'assister à ce procès. Parce que je me dis, soit c'est un enfant de héros, copain de Jean Moulin, en gros, et là, mon père va assister à la condamnation, en tout cas au procès et à la condamnation de l'homme qui les a martyrisés, Klaus Barbie. Soit je suis un enfant de salaud, et j'espère que ce procès va le remuer tellement qu'à la fin, il va me dire, il faut que je te dise la vérité. Et des années après ce procès, il me dit, il faut que je te dise la vérité. Et moi, j'espère toujours que c'est le procès qui lui fait prendre conscience. Et là, un il procès me dit, durant lequel il ricane. Alors, il est à l'inverse de tout le monde. Quand les torturés viennent nous parler de leur torture, il hausse les épaules. Et à la fin du procès, à la fin de chaque audience, il me dit, mais tu crois tout, toi, hein? T'es incroyable. Et je dis, mais enfin, cette dame qui a été torturée, me torturer. Mais c'est des gens qui viennent prendre la lumière, ça, tu sais pas ça. C'est des gens... Et c'était d'une violence pour moi, parce que j'ai la violence du procès, j'ai la violence de ce qui est des témoignages, et j'ai la violence d'un père qui ment. Et là, j'ai quand même un doute qui ment, qui dit que tous les autres mentent, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'il connaît parfaitement bien, et qui a un doute surtout, et surtout qui se rengorge quand l'avocat de Klaus Barbie, maître Vergès, parle. Là, il se rengorge comme si finalement c'était l'un des siens qui parlait. Et là, je sens cet homme-là, en 87, au procès Klaus Barbie, beaucoup plus proche de... Je suis plus enfant de salaud qu'enfant de héros, parce que comme il est à contre-temps de l'héroïsme et qu'il est à contre-temps de l'empathie, je pense qu'en fait, mon grand-père a raison. Et la fin de sa vie... Oui, donc la vraie vérité... Année 2000, pas encore. Il va encore jouer. Année 2000, il est quasiment sur son lit de mort. Et là, il me dit, il faut que je te dise la vérité. La vérité, en fait, j'étais résistant d'une certaine manière, j'ai combattu le communisme. J'ai résisté aux bolcheviks. Bon, il me dit, tu fais ce que tu veux. Tu me juges si tu veux, tu me crois, mais en tout cas, je te dis, c'est comme ça, ton père, c'est ça, accepte-le. Et là, il me dit qu'il était effectivement dans les Waffen-SS, qu'il était dans la division Charlemagne, et qu'il était à Berlin en 1987,
l'un des derniers à quitter l'entourage du zoo de Berlin, du bunker, etc., qu'il était l'un des derniers. Et il me dit, juge-moi, c'est pas grave, mais sache que ton père a fait ça. Et puis il meurt. Et donc je passe de l'enfant de Salo à l'enfant de Waffen-SS, Charlemagne, etc. Et au début du confinement, en mai, j'ai la vérité. Ouais. Et qu'est-ce que je vois dans la vérité? Dans ces papiers que mon frère m'envoie, ces vieilleries, je vois qu'en mai 1945, il n'est pas dans Berlin en ruine, qu'il m'a tellement expliqué en pleurant. Il pleurait, ses camarades morts dans ses bras, les Waffen-SS morts dans ses bras. Et je ne le juge pas du tout. Qui suis-je pour juger un homme en 1945 alors que moi je suis en 2020 à l'époque? Je ne le juge pas du tout. Mais ce que je vois, c'est que, sur l'extrait de casier judiciaire, c'est qu'en mai 1945, mais il était en prison à Los-les-Lilles. Il n'a jamais été à Berlin. Il n'a jamais été habillé en Waffen-SS. C'est-à-dire que, et encore une fois, il a déserté, il n'a pas été au bout. Il aurait pu aller comme ses camarades qui étaient dans la Légion tricolore, qui était une légion pétainiste, et qui tous sont partis à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, puis en Waffen-SS. Lui n'est pas parti à la Waffen-SS. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il déserte, soit parce qu'il comprend qu'il a un peu peur, soit peut-être il est un peu lâche, soit parce que... Opportunisme. Ou c'est un enfant. C'est un enfant, c'est-à-dire que lorsque les bottes brillent plus ailleurs, il y va. Il y va. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir pu le confronter avec ces archives que vous avez découvertes donc 6 ans après? Et c'est le roman. C'est-à-dire que... Oui, mais vous l'avez pas vu de son bien vivant entendu, avec justement, cette connaissance que vous avez aujourd'hui. Justement, c'est-à-dire que moi, j'ai quoi maintenant? J'ai un homme, un père qui est mort. Donc j'ai un homme, un père que je ne peux plus interroger, je ne veux pas l'interroger comme un policier. C'est une interrogation posthume. Comme un fils. Et donc ce que je me dis, quand j'ai ce dossier qui m'explique tout ça, qui m'explique que c'était Zelig, c'était une sorte c'est une sorte de petit animal effrayé qui allait d'un camp à l'autre comme ça et qui prenait les couleurs du camp dans lequel il était. Quand j'apprends ça, je me dis effectivement, d'abord, papa, pourquoi tu ne m'as pas raconté ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Parce que moi, un père qui est dans la résistance, qui est dans l'armée allemande, puis dans la résistance, puis qui essaie de rejoindre les troupes américaines, etc., je trouve ça incroyable. Je ne le juge pas du tout. Je trouve ça incroyable. Mais qui me raconte ça, qui me laisse cette lumière de vérité, qui me l'offre, qui me la donne. C'est son métier de père, sauf qu'il est mort. Et donc moi, je me dis, de ça, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de ce dossier? Je vais faire l'histoire de mon père à travers ce dossier. Et c'est là où j'ai l'idée, puisque tu étais avec moi, papa, au procès Barbie, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce dossier lorsqu'on est entré dans la salle? Et le roman va me permettre de remonter en arrière. Et là, nous sommes dans la fiction. La seule fiction de ce roman, ce sont les dates. Quand je rentre au procès Barbie avec mon père dans ce roman-là, j'ai son dossier. Je vais pouvoir le confronter, je vais pouvoir l'affronter, et je vais pouvoir lui dire, ça y est, c'est le moment maintenant, parle-moi. C'est à ça que ça peut servir aussi la littérature. C'est ce que vous lui reprochez le plus, c'est de ne pas avoir parlé, enfin dit la vérité. En tout cas, sur le salaud, vous le dites très justement, c'est pas le fait d'avoir combattu pour les SS. Vous l'écrivez, vous dites, non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue, sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité. C'est exactement ça. C'est vraiment le reproche que vous lui faites. Qui est le reproche, ma douleur, c'est même pas... De ne pas avoir été un père, finalement? Ma douleur, c'est que c'est le seul uniforme qu'il n'ait pas porté, c'est l'uniforme, le costume du père. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé qu'avec tous ces uniformes de guerre, quand il arrive en paix, j'aurais aimé un père en pantalon de pyjama et en Marseille, au bord de mon lit, qui me dise je vais te raconter ma vie. Moi, c'est ça. Moi, tout ce que je demandais, c'est un père, c'est un père, donc quelqu'un en qui je puisse avoir confiance, et quelqu'un qui me dise la vérité. Et donc, parce qu'il me dit la vérité, c'est quand même la plus belle preuve d'amour de dire la vérité. Et j'ai un père qui, jusqu'à son lit de mort, c'est quand même... Comment aurais-je pu croire qu'on puisse se vanter d'avoir été dans la Waffen-SS? Déjà, pour moi, donc, il me disait la vérité, parce que personne ne peut se vanter de ça. Et comment peut-il me dire, cette fois-ci, je te dis la vérité, parce que je vais mourir, j'en ai plus pour tellement longtemps, il faut que tu saches. Et que là, l'homme qui me dit ça, et qui s'imagine, et je pense qu'il a Wagner en tête, il s'imagine dans les ruines de Berlin, et il voit son fils qu'il essaye
qu'il essaye d'éblouir, il est en train de l'aveugler. Et c'est là où je lui en veux. C'est-à-dire qu'il me dit ce qu'il veut. S'il avait été dans les Waffen-SS et qu'il m'en parle, j'accepte, je prends, c'est mon père, c'est comme ça. Et tous ceux qui me disent « Ah bon, il a fait ça ?» Je dirais « Bah oui, il a fait ça. » Mais il me l'a avoué. Et le fait qu'il me l'a avoué, le fait qu'il me le dise, ça me suffit. Serge Chalandon, on va poursuivre. Dans notre deuxième partie, c'est une partie où je vais m'éclipser. Je vais vous laisser seul. Et je vais vous proposer 4 mots. À vous de les éclairer, de les commenter. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sorge. Oui. Le premier mot que je vous propose est limite. Donc là, c'est un peu ma vie. C'est-à-dire que moi, je combats tous, enfin j'essaye de combattre en tout cas, ou je me défends contre tout ce qui va à l'encontre des autres. C'est-à-dire pour moi, les limites de l'acceptable, par exemple, les limites de l'acceptable, ce sont ceux qui luttent ou qui sont irrespectueux, ce sont les racistes, ce sont les antisémites, ce sont ceux qui ôtent la dignité, ce sont ceux qui détruisent l'humain dans l'autre. Dès que je me trouve face à des gens qui ont franchi ces limites, les limites que moi je me pose, c'est-à-dire les limites d'êtres humains qui vivent ensemble, ces gens-là qui ont dépassé ces limites-là, c'est-à-dire qui ont dépassé les limites de l'acceptable en professant la haine ou des choses comme ça, face à eux, moi, je n'ai plus de limites. Et je m'interdis d'avoir des limites. Donc, c'est pas très judicieux, c'est pas très malin, c'est peut-être pas très juste, mais en tout cas, ce ne sont pas des limites que je leur impose, ce sont les limites que nous impose le fait de vivre ensemble. Mais dès que ces limites-là, les limites de... dès que l'irrespect est franchi, dès que la méchanceté se transforme en mépris ou en indifférence, dès que ces limites-là sont franchies par d'autres, moi je suis sans limite. Et ça peut être dangereux de mon côté aussi. Limite ou ordre. Barbie, dans votre livre, dit en page 96 qu'il ne pourchassait pas les Juifs par haine ou folie, mais parce qu'ils obéissaient aux ordres. On pense bien sûr à la banalité du mal décrite par Hannah Arendt. Une différence donc entre ordre et limite. Personne ne peut ordonner à personne, même en temps de guerre, je crois. C'est-à-dire que le crime de guerre et le crime contre l'humanité ont été faits par des hommes qui, à un moment, oui, ils ont obéi aux ordres, mais non, ils n'ont pas désobéi aux ordres. Or, les champs de bataille, or les prisons, or les camps, pendant la guerre notamment, la Deuxième Guerre mondiale, ont été pleins de gens qui avaient désobéi aux ordres. Et donc je pense que même lorsque l'ordre est donné, même par un supérieur, même par un chef, même par un État, même par un parti, lorsque l'ordre va au-delà des limites que l'on s'est imposées, je pense que la désobéissance à l'ordre est absolument impérative. Limite, on pense aussi, bien sûr, au mur, au 4e mur du théâtre, et le titre de votre roman, Prix Goncourt des lycéens en 2013. Un roman qui raconte l'histoire de Georges, c'est votre vrai prénom d'ailleurs, qui tente de monter cette Antigone d'Hanoi à Beyrouth en pleine guerre dans les années 80. Que dire de ce mur-là, de ces limites-là ? Alors, d'abord, Sorge est mon prénom, c'est Sorge Georges. Ce mur-là, donc d'abord, le 4e mur, c'est un mur de théâtre. Le 4e mur, c'est le mur que les comédiens créent, le mur imaginaire qu'ils créent entre le public et eux. Ce mur imaginaire fait que quand quelqu'un se mouche dans la salle, on ne l'entend pas. Quand quelqu'un rit ou même si la salle hurle,
contre la pièce, ce quatrième mur protège les acteurs. C'est une chose qui est extrêmement importante. Dans mon livre, Le quatrième mur, en fait, j'ai tué Georges, qui est mon deuxième prénom. J'étais à Sabra et Shatila, j'ai été correspondant de guerre pendant plus de 20 ans. J'étais à Sabra et Shatila où des Palestiniens ont été, il faut s'en souvenir quand même, ont été massacrés, vieillards, enfants et femmes. Il n'y avait plus d'hommes, les hommes étaient partis, ont été massacrés par des hommes ordinaires, des chrétiens, des Kataeb libanais, dont certains avaient la Vierge Marie collée sur la crosse de leur fusil. Il faut s'en souvenir, parce qu'une guerre, c'est aussi ça. Et moi, quand j'étais journaliste de guerre, quand j'étais à Sabra et Shatila, j'ai eu un problème. Je me suis laissé envahir par la guerre et envahir par la barbarie. J'étais devenu barbare. J'étais correspondant de guerre, j'écrivais, je faisais mes articles, etc. Ce n'était pas le problème. Mais je ne comprenais plus à quoi servait la paix. La paix m'était inutile. Lorsque j'étais en guerre, j'avais l'impression de vivre, pas de vivre fortement comme des gens qui vont faire du tourisme humanitaire pour trembler. C'est pas ça mon problème. C'est que j'avais l'impression d'être au cœur d'une humanité. C'était une question de vie ou de mort. Et quand j'étais dans ces lieux-là, dans ces lieux de guerre, quand je me retrouvais dans une cave, au Liban, avec des hommes, des femmes, des vieillards qui tremblaient, couverts de plâtre à cause des bombardements syriens, et qu'il fallait que je m'en aille parce que je suis journaliste. Brusquement, je disais, c'est pas juste que je m'en aille, c'est pas juste que je les laisse. Ces gens me disaient, mais quand vous serez partis, qui va parler, y compris de notre mort? Qui, si ce n'est pas vous? Et ces gens-là, je les quittais. Et ces gens-là, je m'en allais, et 4 heures après, j'étais à l'aéroport avec des gens qui revenaient du Mexique, des touristes avec des grands sombreros sur la tête. Je ne supportais plus la paix. Je n'aimais plus la paix. Je n'aimais plus ce que la paix me disait, parce qu'elle ne me disait rien. La paix était en train de me dire, tu es inutile aussi, il faut que tu retournes dans cette cave-là, avec ces gens-là, couverts de plâtre comme eux. Et quand je rentrais à la maison, et que des femmes et des enfants pouvaient mourir pour de l'eau, pouvaient mourir pour aller chercher de l'eau dans un seau en traversant une rue avec des tireurs d'élite, des snipers qui les visaient, que j'arrive chez moi et que devant le frigo, il y a ma fille qui dit « Oh, il n'y a pas de coca dans cette maison, c'est nul ». Je ne voulais plus de ça. Je ne voulais plus vivre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné à la guerre, je suis retourné sans cesse jusqu'à devenir une partie de la guerre moi-même. Et quand j'ai écrit Le quatrième mur, c'était pour tuer Georges. J'ai écrit Le quatrième mur, j'ai mis en scène Georges, qui est un metteur en scène de théâtre, dans le roman, et qui va essayer de monter Antigone d'Anouilh sur le théâtre d'opération en pleine guerre, et de choisir dans chaque camp un acteur. Et je sais, moi, quand j'écris ce roman-là, moi, Sorge, je sais que je vais tuer Georges. Et je sais que Georges, je vais l'envoyer mourir au Liban. Et je sais que je vais revenir apaisé. Parce que cette partie guerrière et cette partie barbare qui est en moi, je vais la tuer dans un roman. C'est pour ça que je tue Georges dans Le quatrième mur et que moi, je rentre en paix. Et quand ma fille est devant le frigo et qu'il manque quelque chose, je vais avec elle l'acheter et on n'en parle plus. Je voulais redevenir un père et non pas un guerrier. Au-delà des limites, quand les limites se brouillent comme ça, on trouve parfois ce que vous disiez. La vérité, c'est notre deuxième mot, la vérité, Georges. Alors moi, j'ai été hanté par le mensonge, en fait. J'ai eu un père menteur. Alors, je ne mets pas du tout de côté le côté fou de ce père-là qui est mort en hôpital psychiatrique. Je n'oublie pas que cet homme était malade. Je ne l'oublie pas. Mais en tout cas, c'est un homme qui a trahi. Son fils d'abord, tout le monde ensuite. Et c'est un homme qui n'a jamais dit la vérité. Jamais. C'est-à-dire que, en exagérant, je pense qu'il aurait pu, un jour de très beau temps, nous jurer qu'il pleuvait. C'était son mode de fonctionnement. Et moi, j'ai eu très tôt, très vite, l'horreur du mensonge. Et j'ai eu le mensonge en horreur. Et donc, très, très tôt, pour moi, quitter la famille, j'ai quitté mes parents très tôt, vers 17 ans, quitter la famille, quitter ce lieu-là, c'était aller vers la vérité. Je ne pouvais pas avoir d'autre choix.
Pour moi, la vérité, c'est le contraire de mon enfance, c'est le contraire de mon éducation, c'est le contraire de mon adolescence. Tout ça était mensonge. Et donc, j'étais obligé de me reconstruire. Il a fallu que j'apprenne le mot vérité, que j'apprenne le mot mensonge. Il a fallu que tout ce qui ne m'avait pas été légué par ces parents-là, parce que j'ai une mère qui quand même était dans le déni absolu et qui ne s'est jamais penchée sur son fils en lui disant « n'aie pas peur », juste ce mot-là, « n'aie pas peur », jamais. Eh bien, ce fils-là, broyé par le mensonge, donc arrive à l'âge adulte, il connaît rien à rien, il ne sait pas où sont ses repères, il n'a pas de repères, et il faut que je me reconstruise. Et je vais être obligé de me reconstruire avec la vérité comme point de chute, comme point de mire. Je ne pouvais pas balayer le mensonge de ma vie pour être... Si je n'avais pas balayé le mensonge de ma vie, je n'aurais pas pu être père. Et pour moi, c'était extrêmement important. Je ne voulais être, non pas le contraire de ce que mon père était, parce que j'espère que je ne me suis pas reconstruit simplement contre lui. Ça serait épouvantable. Si je n'étais que la somme de ce qu'il n'a pas été, ça serait monstrueux. Mais en tout cas, me reconstruire dans la lumière. Il vivait toujours les fenêtres closes, les portes closes, les volets clos. Ils n'aéraient pas, ils avaient peur de l'extérieur. La première chose que j'ai faite quand je suis sorti, je suis allé dans la lumière, mais dans la lumière du jour, dans la lumière des bibliothèques, dans la lumière de la musique, dans la lumière des musées, dans la lumière des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'était interdite. Donc, tout ça, pour moi, c'était la vérité. Et c'était ce qui me manquait, et c'était ce que j'ai dû apprendre seul. Et c'est pour ça que vous êtes devenu journaliste aussi, cette quête de vérité. Bien sûr. Moi, je suis devenu journaliste, quête de vérité absolue, pour ceux qui font bien leur travail, je précise. Et mon frère, j'ai un petit frère de 19 mois, 2 mois que moi, il est devenu détective privé. C'est-à-dire que c'est quand même magique. À l'époque où l'adultère était encore puni par la loi, eh ben lui était détective privé. Et donc lui, c'était la recherche d'une vérité aussi. Et moi, la recherche de la vérité, c'était la recherche de la vérité des faits. Quels sont les faits réels, les faits avérés? Qu'est-ce qui est mensonge? On ne disait pas encore fake news, etc., tous ces mots qui nous viennent de Grande-Bretagne ou d'Amérique. Mais en tout cas, pour moi, journaliste, c'était aller quelque part pour constater la vérité. Je ne suis pas éditorialiste. Un jour, quelqu'un, croyant me faire de la peine, m'a dit il y a 2 sortes de journalisme. Il y a le journalisme du savoir et le journalisme du regard. Toi, c'est le journalisme du regard. Et ça me va très bien. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Quand j'arrive sur un front de guerre, je veux comprendre, je veux voir, je veux entendre, je veux toucher, je veux respirer pour comprendre ce qui se passe. Mais jamais je serai dans une émission de radio ou de télévision en expliquant ce qu'est la guerre. Jamais. Tout ce que je pourrais faire, le maximum de ce que je puisse faire moi, c'est de dire comment je l'ai vécu, ce que j'y ai vu et ce que j'ai appris. Donc pour moi, journaliste, c'était exactement l'inverse du petit enfant martyrisé que j'étais lorsque j'étais chez mes parents. Pourtant, vous avez été souvent trompé, souvent trahi par votre père, bien sûr, on en a parlé, mais aussi par vos amis. Oui. Denis Donaldson, ce membre de l'IRA, espion finalement pour les Anglais du MI5, qu'on découvre dans Mon traître et Retour à Killy Bates, assassiné en 2006. Beaucoup de trahison, beaucoup de tromperies dans votre histoire. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a des gens très bien qui ont été trahis. Donc, il y a même quelqu'un de très très bien qui a été trahi à une table. J'ai cru que c'était mon lot, en fait. Il y a un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être ton lot, être trahi. Et je pensais, maintenant je sais, mais je pensais que Denis Donaldson, donc l'Irlande et l'Irlandais, ce combattant, qui avait trahi son pays, qui avait trahi son armée, qui avait trahi son peuple, qui avait planté un couteau dans le peuple qui le protégeait, dans le dos du peuple qui le protégeait, et qui m'avait trahi aussi, mais moi j'étais un trahi périphérique. Moi, ce que je voulais savoir, c'est lorsqu'on est traître, et je n'ai pas ma réponse, lorsqu'on est traître, et que lorsque Denis, le traître, dans la rue il pleut, il fait froid, et moi je ne suis pas habillé très chaudement. Quand il enlève sa veste et qu'il me la met à Belfast, qui met sa veste sur les épaules, et qui remonte le col de sa veste sur mes épaules pour pas que j'ai froid. Qui fait ça? Est-ce que c'est l'ami que je croyais? Ou est-ce que c'est le traître qui continue de
de protéger le fait qu'il trahit et que tous ces gestes-là font que s'éloigne de moi l'idée qu'il puisse être un traître. Et je ne sais pas. Lorsqu'on est traître, est-ce qu'on peut être un père formidable? Est-ce qu'on peut être un mari formidable? Est-ce qu'on peut, ou une femme? Parce qu'un traître, ça peut être un homme ou une femme, évidemment. Mais, et je me suis aperçu en travaillant sur Denis qu'un traître, ça peut être un homme bien qui a baissé les bras. Ça peut être ça. On ne naît pas traître. Mais le problème, c'est que je n'avais pas compris avant de bien réfléchir et avant d'avoir mon âge, c'est que mon père, en fait, avait été mon premier traître. Et que toutes les trahisons ensuite ont été des petites trahisons, des rappels. Et des rappels, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me fait infiniment de mal. La trahison de Denis n'a pas abîmé l'Irlande, pour moi. N'a pas abîmé ces gens, n'a pas abîmé ces gueux irlandais. Ces gens que j'aime passionnément. Il ne les a pas abîmés, Denis. Est-ce que vous leur avez pardonné à Denis, à votre père? Alors, là où j'ai du mal à leur pardonner, d'abord, c'est qu'ils ne m'ont pas demandé pardon, ni l'un ni l'autre. Je sais. On devrait pouvoir pardonner sans qu'on nous demande pardon, je sais. Mais ce que je ne leur pardonne pas, c'est d'avoir brisé en moi la confiance. C'est ça que je leur pardonne pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont fragilisé. Ils m'ont renvoyé vers le petit enfant qui a peur que à 16h30, la maman ne soit pas à la porte de l'école pour le ramener à la maison. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est bouleversant. Je pensais être sorti de ça, et je ne suis pas sorti de ça. C'est-à-dire que quand un ami, une amie me dit est-ce que tu veux qu'on déjeune demain? Je dis oui, bien sûr, on se donne une heure, on se donne un lieu, mais je ne suis pas sûr que la personne va venir. Et quand elle vient, c'est une bonne surprise. Et quand elle ne vient pas, c'est dans l'ordre des choses. Ça, mon père, Denis, et d'autres gens qui ont été des traîtres moindres, disons, ça, ils ont fait de moi quelque chose qui, désormais, doute. Je doute. Et douter, c'est une douleur extrême, surtout à mon âge. Je vous propose le troisième mot, et on va poursuivre là-dessus, sur la trahison. C'est égalité, car j'ai envie de vous demander, avez-vous vous-même trahi? Alors moi, je pense en tout cas qu'il y a un traître en moi. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai vu pendant les guerres que j'ai pu suivre qu'il y avait un bourreau en moi, probablement. Il y avait un barbare en moi, un salaud en moi, effectivement. Et mon travail d'homme, c'est de lutter d'abord contre le salaud qui est en moi, avant de dire que mon père... C'est-à-dire que je suis enfant de salaud, comme disait mon grand-père, mais j'ai un salaud en moi qu'il faut que je combatte. Et ça, c'est une chose de tout temps. J'ai trahi probablement. C'est-à-dire que j'ai pas des trahisons extrêmes comme cela, mais j'ai trahi une fois au moins, mais c'est après que je m'en suis rendu compte. J'ai trahi un enfant lorsque mon père fou, mon père mythomane, mon père qui s'inventait plein de métiers tout le temps. Donc un jour, il était professeur de judo avec des judokas japonais qui venaient le voir tellement il était fort. Mon père qui avait été l'amant d'Édith Piaf, mon père qui avait créé les Compagnons de la chanson, mon père qui avait été, pourquoi j'ignore, pasteur presbytérien. Ce père-là, un jour, me dit qu'il est à l'OAS, à l'organisation de l'armée secrète, qui avait Charles Jouot, Salan Zeller, les généraux, et Chalandon, lui, et dont on parlait moins, me disait-il, parce qu'il était plus dans la clandestinité qu'eux. Et un jour, il me dit, on va tuer De Gaulle, tu vas tuer De Gaulle, parce qu'on a besoin d'un garçon qui s'approche derrière lui, derrière De Gaulle, qui crie « De Gaulle ». De Gaulle se retourne, tu auras une arme, son arme, l'arme de mon père, tu auras une arme, et tu dis, il faut que tu dises, l'OAS frappe où elle veut, qui elle veut, quand elle veut, et tu tires. Et moi, je repars pendant 4 semaines avec ça en tête. Et j'ai peur. J'ai peur parce que je suis un collégien, j'ai 12 ans et demi, je suis un collégien, et mon père veut faire de moi un assassin. Et là, je vais trahir quelqu'un. Je vais trahir quelqu'un, mais pas pour les mauvaises raisons, c'est compliqué à dire, mais je demande à un copain, Lucas, qui est un rapatrié d'Algérie, dont l'oncle était à la rue d'Isly, il s'est fait tirer dessus lors des manifestations anti-OS, anti-françaises, etc. Et lui est à Lyon, il est perdu, c'est un petit pied noir, il porte les pieds noirs ici, et je sens que lui, non pas je vais le trahir,
mais je vais en avoir besoin pour tuer De Gaulle parce que je ne veux pas être tout seul. J'ai peur de tuer De Gaulle seul. Et donc je lui propose de rentrer dans l'organisation, l'OS, que mon père m'a fait faussement connaître, et je lui fais croire, moi, et là je trahis. Parce que j'invente des choses au-delà de ce que mon père m'a dit sur l'OS. J'ai dit que je connais les chefs, que là, tout d'un coup, oui, je suis en train de le trahir, mais je ne le trahis pas pour me faire briller, ou je ne le trahis pas pour le soumettre. Je le trahis parce que je ne veux pas être tout seul le jour où on tuera De Gaulle. J'aimerais qu'il y ait Lucas et moi ensemble. Donc là, j'ai trahi, c'est vrai. Mais le mot égalité, je ne le vois pas. Ah oui, si le mot égalité vient, est-ce que je peux être à égalité avec un traître? Non, je ne crois pas, je ne pense pas, parce que moi, je me bats contre le traître, au fond de moi, tout le temps, sans cesse. Et ça, pour moi, c'est un combat quotidien. Égalité, ça résonne comment en vous? Ah ben, écoutez, moi, égalité, alors je sens que je vais vous... Là, c'est un peu choquant, je sais que je suis sur KTO, mais moi, j'ai beaucoup couvert donc, l'Irlande du Nord, les Irlandais, les catholiques, les gueux, les moins que rien, ceux qui, parce que l'État d'Irlande du Nord avait été déclaré État protestant pour le peuple protestant, c'est pas une guerre de religion, l'Irlande du Nord, c'est une guerre dans laquelle la religion a sa place, mais c'est pas une guerre de religion. Si Henri VIII, si le pape avait accepté que Henri VIII change d'épouse, il n'y aurait pas de protestants. En gros, je ramasse tout ça. Mais j'ai redécouvert le catholicisme en Irlande du Nord, parce que c'était les catholiques des cavernes. J'ai redécouvert la peur d'être catholique, la peur d'être minoritaire. Et un jour, un prêtre qui était en chaire, et c'est pour ça que j'ai été séduit. Un prêtre qui était en chaire, je me souviens très bien, dans une messe, lors d'une messe, j'allais aux messes parce qu'on enterrait beaucoup de gens que je connaissais, de mes amis, qui étaient morts par balle. Et je me souviens d'un prêtre un jour dans une messe qui dit « Excusez-moi, nous allons arrêter la messe parce que les Britanniques sont dans notre rue, les Britanniques sont en train d'arrêter des gens. Je vous demande avec moi d'aller tous essayer de les en empêcher. » Et brusquement, comment dire, je ne me retrouve pas dans une messe à Paris ou en province avec un prêtre qui lit et qui a un peu de mal, qui lit un épître et qui... Non, je me trouve en face d'un homme qui brusquement nous protège et brusquement nous dit que parce qu'on est catholique, on est en danger. Et alors, ce mot va être terrible pour plein de gens, je pense, pour plein d'éditrices, plein d'auditeurs. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, Sorge, Dieu nous a fait catholiques, le fusil nous a fait égaux. Alors, voilà, on peut le prendre bien, on peut le prendre mal, on peut dire, mais c'est épouvantable, parce que tu ne tueras point, évidemment, et tout ça est vrai. Mais sauf les catholiques d'Irlande du Nord en 1969 n'avaient aucun droit au nom du Special Powers Act, qui était un acte protestant qui leur interdisait tout droit, et le droit de vote, le droit de propriété, le droit de travail, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus aucun droit? Alors oui, on peut faire de longues marches, ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait avec des gens comme John Hume, donc les sociodémocrates irlandais, qui ont marché comme ça dans Derry un jour de 1972, dans Derry en criant, qu'est-ce qu'ils criaient? Un homme, un vote, juste ça, égalité. Les Britanniques arrivent, tirent, 14 morts, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc moi, quand un copain qui est prêtre, je n'ai pas dit au début, mais quand un copain est prêtre et qui me dit, dans le secret, comme ça, tu sais, une chose que tu ne peux pas comprendre, c'est que Dieu nous a fait catholiques et le fusil nous a fait égaux, au moins, je l'entends. Parce qu'on parle d'autre chose que... C'est très, très puissant comme phrase. Est-ce que c'est cet ami prêtre qui vous a donné cette alliance irlandaise que vous portez autour du doigt? Non. Cette alliance est une alliance d'appartenance, on appelle ça une claddering. Et c'est une alliance d'appartenance qui est le signe de reconnaissance des catholiques irlandais. Donc un cœur, deux mains, une couronne. Lorsque vous êtes amis, vous avez le cœur et les deux mains, simplement. Lorsque vous êtes fiancé, le cœur et les deux mains. Et lorsque vous avez la couronne, c'est un mariage. Mais vous ne pouvez pas marier et avoir aussi la même alliance, parce que c'est une alliance avec, par exemple, la République irlandaise. Il y a des gens, des combattants non mariés qui la portaient parce qu'ils étaient mariés avec la République. Il y a des prêtres
et des sœurs qui le portent, non pas parce que c'est un mariage, mais parce que c'est l'anneau du mariage avec Dieu. Donc c'est une bague que l'on retrouve, et pendant la guerre, on la retournait, parce que quand on se promenait avec une bague comme ça, dans une rue, quand on s'était égaré dans une rue loyale à la Grande-Bretagne, majoritairement protestante, il faut se souvenir quand même qu'en Irlande, il y a toujours des rues. C'est-à-dire que si vous dites que vous habitez dans telle rue, vous êtes catholique. Dans telle rue, vous êtes protestant. Donc, catholique veut dire républicain et nationaliste. Protestant veut dire loyal à la couronne et pour l'union avec la Grande-Bretagne. Cette bague, ce signe d'appartenance-là, on le cachait. Il y a des moments où des loyalistes protestants d'Irlande du Nord ont coupé des doigts parce qu'il y avait une bague. Donc moi, quand je porte cette bague, pour moi c'est l'appartenance, et pour moi c'est un défi. Pas ici, bien sûr, mais dans d'autres endroits, à d'autres moments, c'était un défi. C'est comme ça. Voilà. 4e et dernier mot, Sorge. Lumière. Lumière. Donc je crois que je l'ai employé déjà, la lumière. Moi, c'est ce qui m'a manqué étant enfant. La lumière de ma mère, la lumière de mon père, la lumière d'une maison grande ouverte, la lumière de Noël. On ne fêtait pas Noël chez moi. Mon père trouvait que c'était des trucs idiots. Vous êtes né à Tunis, pourtant. Oui, mais je suis né à Tunis, mais pour une raison toute bête, en fait. Mon père, lorsqu'il sort de prison, jeune Français qui a collaboré, sort de prison, il a 5 ans d'indignité nationale, il n'a rien, il n'a pas d'études, il n'a rien du tout. Il a été vu habillé en allemand à Lyon, à Saint-Étienne, dans toute la France. On sait que c'est un collabo. À l'époque, qu'est-ce qu'il y a à l'époque ? Il y a encore ce qu'on appelait nos colonies, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. La Tunisie qui était un protectorat. Donc il part, je pense qu'il repart faire sa vie à Tunis, mais il rencontre ma mère, il est plutôt beau gars, elle est plutôt belle fille. Et ma mère, là, je l'imagine. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il ne fait rien dans la vie. Et là, il prend un air sombre et dit, je suis agent secret. Et c'est parti. Donc je nais à Tunis pour ça. Je n'ai aucun lien avec la Tunisie et je rentre extrêmement vite parce que j'ai la malaria, enfin, je ne me souviens plus quel est ce nom maintenant, le moustique. Et tout de suite, je suis rapatrié parce que je suis en train de mourir. Et donc voilà. Donc je nais de la Tunisie que... ma mère, ses parents étaient pieds noirs, effectivement, et mon père, qui s'était réfugié là pour ne plus être en France, je suis le produit d'une fuite et d'une vieille culture, non pas tunisienne du tout, mais française, devenue pieds noirs en Tunisie. Mais moi, la Tunisie ne me rappelle rien, ne me dit rien, voilà. Donc, pas de lumière, en tout cas, de ce côté-là. Pas de lumière, et surtout pas de... D'abord, pas de lumière dans leurs yeux, et ça c'est extrêmement important. Moi je regarde toujours les yeux des gens, c'est-à-dire les regards des gens. C'est-à-dire c'est un handicap pour moi quand on me présente quelqu'un, j'écoute pas le nom, je regarde si les yeux brillent, c'est très étrange. Mais après je suis extrêmement embarrassé parce que je ne me souviens plus quelle est la personne qu'on vient de présenter. Mais pas de lumière, mais pire que ça, les ténèbres. Ténèbres de la maison, ténèbres, obscurité, aucune intelligence. Donc moi, je vis dans une grotte. Je vis dans une grotte mortifère. Je suis dans un labyrinthe avec le Minotaure qui m'empêche de sortir de là. Et le problème, c'est que je suis sorti de là, donc en pleine lumière, à 17 ans. Donc j'ai été sans domicile fixe. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais sans domicile fixe. J'ai dormi pendant 1 an dans les squares, dans les allées d'immeubles, etc. Mais j'ai gardé de mon enfance, de tout ça, j'ai gardé un voile noir. Et c'est pour ça que la très belle expression oui, mais on voit la lumière au bout du tunnel peut-être. Moi, ça me ramène toujours à mes angoisses, c'est oui, ou ça peut être le train qui arrive en face. Et c'est la mort, donc, et c'est la fin. Quelle est votre espérance pour l'après ? Est-ce que la lumière, c'est pas la foi aussi pour vous ? Alors, est-ce que la lumière... Si, mais la foi dans les autres, ce qui m'éloigne de la trahison, en fait, j'ai beaucoup de mal. Mais en fait, mon travail d'homme, je crois, c'est ça, c'est de regagner la foi dans les autres, de regagner la confiance. Mon travail d'homme, d'abord, c'est de... Je paraphrase un très bel homme, puisque l'Irlande... Bobby Sands, qui était l'un des 10 jeunes grévistes de la faim morts
parce que Margaret Thatcher ne voulait pas leur donner le statut de prisonnier politique. Donc ils sont morts en grève de la faim, les uns après les autres. En 81, 10 jeunes hommes, fauchés comme ça. Ils ne voulaient pas mourir. Ils étaient persuadés qu'elle arrêterait et qu'elle dirait « d'accord pour le statut de prisonnier politique ». C'est-à-dire ce n'étaient pas des djihadistes qui vont mourir, c'est des hommes qui meurent, qui aiment la vie à en mourir. Et l'un de ces hommes, Bobby Sands, le tout premier, avait écrit juste avant de mourir « Notre revanche sera le rire de nos enfants. Et moi, ma revanche et ma lumière et ma foi, c'est le rire de mes filles. » Et c'est à ça que Vos je me 3 tiens. filles. De mes 3 filles. Et le rire de mes 3 filles me dit quelque part, il y a une petite voix qui me dit « Ton père, ton éducation, il n'a pas tout brisé. Il n'a pas réussi à tout casser. Tant qu'il y a du rire dans la maison, c'est que la lumière entre à plein faisceau partout. Ce que je n'ai jamais connu. Ni les rires, ni la lumière, ni la confiance. Maintenant, il faut que je regagne la confiance. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous pratiquez une religion, cette religion catholique? Alors, je l'ai... en Irlande, j'y allais parce que j'avais envie d'être avec les catholiques persécutés. Et puis, j'y vais je vais à la messe avec mes filles, parfois. Je ne suis pas un catholique de tous les dimanches, mais j'y vais avec mes filles, parfois. Je les ai accompagnés pour leur première communion, pour leur confirmation, baptisés évidemment, mais j'ai été bouleversé quand elles ont reçu la communion pour la première fois. Et j'y vais quand je marche dans une rue, qui a une petite église. J'ai un petit problème avec le cérémonial, je crois, mais quand il y a une petite église, je rentre, je m'assieds dans un coin, et alors je ne suis pas du tout comme ces gens qui demandent. Moi, ça me bouleverse, ces livres au pied de la statue de Jeanne d'Arc, au pied de mon saint, j'ai un saint favori, celui que j'aime. Ces livres ouverts avec les gens qui disent faites que mon fils ait le bac, ou faites que ma fille réussisse son examen. Moi, c'est ni le bureau des pleurs, ni une agence commerciale, je ne demande rien à l'Église. Moi, je ne demande rien. Moi, je viens, au contraire, dire que je suis là. Voilà. Et que dans un coin, je suis là. Et moi, mon saint préféré, c'est le saint curé d'Ars, parce que c'est gros brodequin, parce qu'un homme simple, puis bon, et chaque fois que je vois des choses écrites au pied de sa statue, moi, je rajoute toujours un petit mot. Je lui dis, moi, ce que je te demande, je le tutoie, c'est de continuer de te battre contre le diable comme tu l'as fait. C'est tout. C'est pas pour moi que je demande, c'est pour nous tous. Dernière question, vous qui avez côtoyé la mort, oui. Que ce soit dans vos reportages ou personnellement, avec votre épouse en combattant le cancer, c'est au moment où vous avez écrit Une joie féroce. Et mon cancer aussi, nous avions 2 cancers ensemble. 2 cancers ensemble, oui. C'est ce que j'essayais de dire. Oui. Justement, quelle est votre espérance au-delà Que pensez-vous de la mort? Est-ce qu'il y a un après? Moi, j'ai beaucoup vécu entouré d'elle, entouré par elle, cerné par elle. J'ai vu beaucoup d'enfants mourir, des gens mourir, des enfants, des combattants, des civils. La mort m'est familière. Je sais, comme tout le monde, qu'elle viendra nous prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère. Voilà. J'espère. J'espère que... On termine sur ce dernier mot. Voilà. L'espoir, l'espérance. Merci, Sorge. Merci à vous. Je reviens vers vous pour la dernière partie. Revenez. Ne me laissez pas seul.
Ne me laissez pas seul, c'est ce que vous avez dit. Oui, C'est l'enfant qui parle. bien sûr. Bien sûr. Cette peur de la solitude. La peur du silence et de l'indifférence, oui. C'est quelque chose qui me... Moi, je vois ça, des fois, je vois quelqu'un qui est dans la rue et les gens qui l'enjambent. Je ne parle pas que de moi, je parle de l'indifférence générale et la solitude. Quand j'étais tout jeune, tout minot, à Lyon, on s'était un petit peu engagé, moi j'étais très jeune, avec les petits frères des pauvres, parce que c'est insupportable. Les personnes Vous âgées êtes toujours seules... engagé d'ailleurs. Pardon ? Vous vous êtes toujours engagé. Je me suis toujours engagé Engagé à gauche. dans des lieux différents, oui, mais toujours pour les C'est vrai mêmes qu'on en raisons. a pas parlé. J'ai jamais varié dans mes raisons, jamais. Mais ce qui me bouleverse, c'est que quand je suis sorti de chez moi et que j'étais une petite chose fragile, j'aurais pu tomber sur la scientologie, j'aurais pu tomber sur n'importe qui. J'étais ouvert. Dès que je sentais que quelqu'un pouvait se pencher vers moi en disant « viens », j'y allais. J'ai eu beaucoup de chance. Et beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Un grand trauma aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Vous avez été Oui. bègue, Oui. enfant. Je suis encore quand je suis ému ou quand je suis en colère. J'étais très très bègue. Mais bègue, j'étais comme ça, Ouais. enfant. Et donc lorsque vous êtes comme ça, enfant, très très bègue, très très seul, Ça, c'est le traumatisme. avec un menteur absolu derrière vous. Vous savez, c'est pas facile. Mon livre s'appelait Profession du père, l'un de mes livres. C'est parce qu'à l'époque, lorsque nous étions enfants, la profession de la mère, ça n'intéressait pas de personne. Et donc on me demandait nom, prénom, profession du père pour remplir la fiche. Et moi j'étais donc bègue, j'écrivais par exemple agent secret. Et quand l'instituteur disait alors comme ça, Chalandon, très fort, pour briller premier jour de classe, ton père est agent secret ou oui monsieur, succès assuré. C'était atroce. Et personne n'était là pour... Si, j'ai eu des professeurs, j'ai eu des maîtres d'école qui sont devenus mes vrais parents. C'est-à-dire des maîtres qui m'ont... J'en ai eu 2 au moins, qui m'ont compris, qui m'ont aidé, qui ont senti la douleur que personne d'autre ne sentait, surtout pas chez moi. Et donc là, moi, j'ai pour l'éducation nationale et pour l'instituteur, pour le travail d'instituteur, j'ai un amour immense. C'est eux qui m'ont sauvé. Moi, je me souviens, c'est tout bête, mais... on m'offre, un instituteur m'offre une peinture de Jérôme Bosch, et mon père qui regarde la peinture en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» et qui la froisse. Voilà. Donc d'un côté, il y a la lumière, et de l'autre, encore une fois, il y a les ténèbres. Violence. Juste d'un mot, est-ce que vous avez un autre livre en gestation ? Non. Bon. Non, j'accompagne celui-ci jusqu'au bout, et je n'ai pas envie de penser à autre chose, parce que tous mes livres, sauf un, sont nés de blessures, de traumatismes, de douleurs. Il faut que la blessure se referme. De trahison. Elle se referme doucement, mais je la laisse ouverte. Vous la laissez ouverte pour le moment. Oui. Je rappelle donc le titre de votre livre, Enfant de salaud, donc chez Grasset. Merci beaucoup, Sœur Chalandon. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous derrière vos écrans. Comme vous le savez, vous pouvez revoir Lumière intérieure en replay sur ktetv.com.